Valise posée à l'entrée et laptop allumé de bonne heure, c'est un Wallace fraîchement arrivé d'Abidjan que l'on retrouve dans son salon. Bloqué en Côte d'Ivoire il y a encore quelques semaines, il a profité d'une relative ouverture des frontières pour jeter l'ancre à Casablanca. En pleine rédaction de ses prochains sketchs, le comédien est venu chercher son inspiration dans sa deuxième ville. Je pense que tu t'en rends compte à l'école. Moi, je faisais rire déjà mes amis de classe. C'était moi le bouton train, en quelque sorte, de la classe, de l'école même. Et puis, bon, tu t'en rends compte que tu arrives à faire rire tes copains, tu arrives à faire rire tes profs et tout ça. À un moment donné, tu te dis, bon, tu sais quoi, viens, on essaye de prendre cette route-là, on va voir ce que ça donne. J'étais directeur d'hôtel à l'époque. Et puis, donc mon père, il savait déjà que je savais m'en sortir tout seul dans la vie. Je vis plus chez mes parents depuis l'âge de 18-19 ans. Je suis sorti, j'avais déjà mon petit studio, j'étais déjà indépendant. J'avais déjà quelques petits tafs que je faisais à côté. J'ai commencé à faire de la scène à l'âge de 21 ans. Ça aussi, ça commençait à m'arrondir mes fins de mois à peu près. Donc, j'ai jamais eu à taper à la porte de mes parents pour leur dire je suis dans le besoin ou j'ai besoin de quoi que ce soit. Donc, mon père, quand il a vu que je voulais vraiment tout lâcher pour l'humour, il m'a dit écoute, je pense que tu es quelqu'un d'assez consciencieux et tu sais ce que tu fais. La seule chose que je te demande, c'est fais ce que tu veux, mais fais-le bien, fais-le avec beaucoup de sérieux. Et ils m'ont toujours encouragé, mes parents. Ma mère, depuis le début, carrément, elle partait avec moi aux répétitions. Parce que j'étais encore assez jeune, à 21 ans. T'es jeune chez les parents africains en général. Donc même le fait de vivre seul, je vivais dans un studio, bien sûr, qui était dans le même immeuble que mes parents, mais j'étais indépendant. Mais le fait de partir à des répétitions et de rentrer à 4 h du matin, ça leur faisait peur. Donc ma mère, même pour me dire, vas-y, tu sais quoi, moi je te soutiens, des fois elle venait avec moi, elle était là jusqu'à la fin, pour pas que mon père se dise, celui-là il commence à prendre une route qui me plaît pas trop. Tu vois, un peu, c'est nous, c'est l'instinct parental qui fait ça. Je m'inquiète pour mon fils à 4 h du matin, dehors, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'ils vont lui donner, qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va boire. C'est ça la plus grosse inquiétude des parents. Et puis moi j'ai la chance d'avoir des parents assez ouverts et assez confiants. Et ils me font beaucoup confiance. Et puis ça, moi aussi j'ai toujours tout fait pour pas, disons pour garder cette confiance-là qui y a entre mes parents et moi. Et j'ai toujours eu un très bon soutien de leur part. Se décrivant d'abord comme africain, Wallace a fait de son vécu en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays subsahariens la base de ses spectacles. N'ayant pas l'humour dans sa poche, il a su tirer parti de chacune de ses expériences pour en faire quelque chose de drôle et de politiquement relevé. Je suis le seul de ma famille qui suis né au Maroc. Tous mes frères et sœurs sont nés en Côte d'Ivoire et moi je suis né au Maroc parce que je suis né pendant les vacances de mes parents. Et ma mère, on l'a pas laissé prendre l'avion pour retourner en Côte d'Ivoire parce qu'elle était presque à terme. Donc du coup, je suis né au Maroc. Et c'est exactement l'histoire qui s'est répétée avec ma fille. J'ai 2 filles qui sont nées en Côte d'Ivoire et la 3e qui devait aller en Côte d'Ivoire et on n'a pas laissé ma femme prendre l'avion. Et elle est née au Maroc exactement dans la même clinique que moi, dans les mêmes conditions que moi. À l'âge de 1 semaine ou 2 semaines, on m'a pris, on m'a amené en Côte d'Ivoire. Mes parents donc, sont retournés vivre dans leur pays d'accueil dans lequel ils vivaient depuis... Mon père est en Côte d'Ivoire depuis 1956. Donc ça faisait 30 ans qu'il était déjà là. Moi je suis né en 86, donc ça faisait déjà 30 ans qu'il était déjà là. Et j'ai grandi dans un pays où j'ai tout appris. Où j'ai appris comment aborder les gens à la manière ivoirienne. La Côte d'Ivoire m'a enseigné des choses que le Maroc ne m'a pas enseigné de par le fait que je n'ai pas vécu au Maroc. En tout cas, j'y ai passé une partie de ma vie, mais ma plus grande partie de vie s'est passée en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas ne pas être attaché à ta terre d'accueil quand tu passes autant de temps, quand tu as autant de références, quand tu as autant de repères dans ce pays-là. C'est exactement le même cas qu'un enfant qui serait adopté et 30 ans plus tard, on lui dirait « voilà tes vrais parents ». Il y aura l'amour des vrais parents, c'est normal, mais l'amour des parents adoptifs, tu ne peux pas l'enlever. C'est exactement ce qui arrive aux gens qui sont culturellement mixtes. Moi, la Côte d'Ivoire, c'est le père qui m'a vu grandir. Le Maroc est ma terre-mère, donc c'est mon pays, c'est le sang qui coule dans mes veines, etc. C'est ma mère, tu vois. Et la Côte d'Ivoire, c'est le père qui m'a vu grandir. Et comme je dis toujours,
On ne peut pas choisir entre les deux. Entre le père et la mère, on ne peut pas choisir. Donc moi, je n'ai pas un pays, moi j'ai 2 pays. J'ai la Côte d'Ivoire et j'ai le Maroc. Et bien sûr, j'ai le Mali, le Burkina, le Sénégal et tous les autres dans mon cœur. Ayant eu l'occasion de se produire un peu partout, cet adepte de la liberté de ton s'estime chanceux d'avoir grandi dans un pays où l'on peut encore rire de tout sans craindre de froisser les susceptibilités. Chacun a quelque chose à raconter dans la vie, d'accord? Moi, mon histoire fait que ce que je raconte plaise aux gens parce que c'est mon histoire. Je n'invente rien. Quand je parle de la guerre en Côte d'Ivoire, je parle d'une guerre que j'ai vécue. Quand je parle de la crise post-électorale, je parle d'une crise que j'ai vécue. Je ne parle pas de ce qu'on m'a raconté. Quand je parle de ce qu'on m'a raconté, on dit voilà ce qu'on m'a raconté. Je pense que si quelqu'un d'autre, ivoirien, de couleur différente, parce que moi aussi je suis ivoirien, raconte la même chose, ça fera rire si c'est son histoire. Et vice-versa, si je prends son histoire que je la raconte, ça fera pas rire parce que ce n'est pas mon histoire. Pourquoi les gens aujourd'hui ils se disent que je suis un artiste engagé, je suis un artiste qui dit des fois des choses où on se dit voilà, c'est ce que tu n'es pas en train de dépasser les bornes. Non, parce que je dis la vérité, je dis quelque chose je dis des choses qui sont des secrets pour personne. D'accord? Quand je parle d'un Libanais qui veut se présenter aux élections présidentielles, ça arrivera. Ça arrivera. Peut-être on ne sera plus là pour le voir, mais ça arrivera parce que les Libanais ne sont pas des étrangers en Côte d'Ivoire. Ils sont la 6e génération de leur communauté. Ils n'appartiennent plus à cette race qu'on appelle fils d'immigrés. Ce ne sont pas des immigrés, ce sont des Ivoiriens. Alors un jour, si un Libanais décide de se présenter aux élections présidentielles, c'est légitime. Et il a le droit de le faire, et il a le droit d'être voté, et les gens ont le droit de voter pour lui, et ça arrivera. Donc, c'est vrai que des fois, les gens ont peur parce qu'ils disent que c'est des sujets sensibles et tout, mais ce n'est qu'une réalité. Qui aurait cru? Est-ce qu'aujourd'hui, si on réveillait Martin Luther King de sa tombe pour lui dire qu'Obama était président des États-Unis, il n'y croirait pas? Parce que pour lui, c'était « I have a dream », mais ce n'était pas un rêve qui allait devenir réalité. Moi, je suis certain qu'un jour, dans toute l'Afrique, les frontières de couleurs seront brisées, les frontières de différence seront brisées et qu'on vivra ensemble. On ne sera peut-être plus là pour le voir. En mode workaholic, le comédien n'a pas arrêté d'écrire depuis son arrivée. Faire rire les gens est une affaire on ne peut plus sérieuse. Si beaucoup de ses dates ont été mises en stand-by en raison du Covid, l'artiste ne s'est pas arrêté pour autant. Il en a profité pour s'atteler à de nouveaux projets, seul ou en coécriture. Je bosse sur mon prochain spectacle, je prépare mes dates en Europe qui ont été annulées en début d'année malheureusement. Je suis revenu au Maroc aussi parce que ma famille était bloquée ici pendant le Covid. Moi j'étais en Côte d'Ivoire et puis du jour au lendemain les frontières se sont fermées, donc j'ai ma femme et mes enfants qui étaient bloqués ici. Donc je suis venu pour aussi les récupérer, pour pouvoir repartir. Et en même temps, je prépare des projets. Je prépare un projet avec une comédienne qui s'appelle Awatef. On prépare même 2 projets qui sont des projets destinés à la télévision française et puis un autre projet qui est destiné aux réseaux sociaux. Voilà, donc on est en mode boulot, on essaye de ne pas se laisser abattre par le virus qui nous a fermé les salles de spectacle, qui a cloué le bec à la culture, à l'économie, à tout le monde. Et puis aujourd'hui, on essaie de se dire, restons positifs et essayons d'avancer nos projets qui étaient dans l'ombre. On les a tous remis en quelque sorte à la lumière. L'écriture se poursuit, mais cette fois-ci c'est avec Awatef Lahmami, son binôme, du moment que Wallace va se poser. Les deux sont en train de collaborer sur une série de capsules comiques. Le concept a vu le jour il y a 1 mois de cela et chacun a rédigé sa partie de son côté entre Paris et Abidjan avant de se retrouver au Maroc pour le tournage. Celui-ci aura lieu en fin d'après-midi, mais en attendant, place aux répétitions. On est en train de travailler sur des capsules vidéo donc, qui sont destinées à la télé, qui sont destinées au web, aux sociaux médias, etc. Donc c'est l'histoire de 2 potes, et c'est une histoire qui tourne autour du mensonge, mais qui sont basés sur des mensonges vrais. Alors on va comprendre tu vois déjà le pitch il est assez marrant. Et c'est vraiment des vrais mensonges. Donc, on a fait une étude, on a demandé à des gens de nous dire quels sont les plus gros mensonges qu'on leur a racontés. On a tous connu un menteur autour de nous qui nous a raconté des fois des choses improbables. Comme moi, ma femme, sa copine, elle lui a raconté qu'ils avaient un dauphin à la maison. Mais que le dauphin, il ne le voyait pas parce que le dauphin, il était
dans la chambre de ses parents parce qu'il était agressif. Des choses improbables, mais on te raconte ça avec tu vois, le visage dur, et nous on a repris ça. Il aura fallu un simple coup de fil pour que ses amis de longue date décident de mettre sur pied ces capsules, tournant autour d'une thématique que l'on a tous plus ou moins expérimentée. Pour avoir un produit fini, ça prend du temps, c'est normal. L'inspiration, c'est quoi? C'est voir des choses qui se passent, c'est prendre des choses qui se passent dans la vraie vie, etc. Et puis de tourner ça à la dérision. Ça va prendre du temps de l'écrire, de le mettre sur pied, et ensuite de commencer à le tester et de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut rajouter. L'histoire, elle va partir en grandissant parce qu'il y a des choses que tu vas vivre au quotidien que tu vas pouvoir rajouter dans ces histoires-là et puis ça grandit. Donc je pense que pour avoir quelque chose de mûr, c'est des années quand même. Je suis Awatef, je suis comédienne. À la base, je viens du cinéma, donc j'ai fait des films. Puis après, l'humour m'est tombé dessus un peu par hasard. Et je me suis retrouvée à faire des web-séries en France, à Paris. J'ai fait le Jamel Comedy Club qu'il y a eu sur 2M, donc ici au Maroc. Et voilà. Et puis je me suis aussi lancée dans la réalisation de web-séries et ce genre de choses. Donc du coup, j'aime bien dire que je suis réalisatrice à la Younes Funès. Mais bon, j'ai pas encore cette prétention-là de dire que je suis réalisatrice. Donc voilà. Et j'écris beaucoup. J'ai pas de personnage particulier que j'aimerais interpréter, puisque justement en tant que comédien, on a envie d'interpréter tout type de personnage, tout type de rôle, justement qui nous pousse à apprendre un peu plus sur nous, enfin vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rôle précis moi en tout cas personnellement, il n'y a pas un rôle précis qui va m'intéresser, mais par contre, si je peux trouver un personnage que je ne connais pas et que j'apprends, je rentre dans la vie d'un nouveau personnage, je découvre une nouvelle culture, je découvre une nouvelle façon de vivre, c'est ça qui est intéressant quand on interprète des rôles. C'est des capsules humoristiques et si en un mot ou en une phrase je pourrais vous donner envie de le regarder et d'être intéressé par le projet et le concept, parce que c'est un concept, c'est que vous allez vraiment rire. Et je pense que tout le monde s'est déjà retrouvé dans cette situation face à quelqu'un qui... tout le monde s'est déjà retrouvé dans cette situation. Tout le monde a déjà été confronté au mensonge. À l'origine du festival Afrique du Rire, le comédien a de la ressource quand il s'agit de se renouveler ou de sortir des sentiers battus. Son événement a d'ailleurs été créé dans le but de mettre en avant des humoristes de tout le continent et d'unir pour le meilleur et pour le rire. Le festival Afrique du Rire, c'est un festival qui est destiné à mettre vraiment notre continent à la lumière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals qui laissent un peu de place quand même à la scène africaine, mais la scène africaine n'avait pas encore jusque-là son propre festival itinérant qui va partir dans des pays d'Afrique et qui va essayer de promouvoir les talents africains. Il y en a beaucoup, donc c'était important pour nous de monter quelque chose qui nous appartient à nous. Notre identité africaine à travers quelque chose de culturel, à travers un festival, à travers le rire. Donc voilà d'où est née cette idée. Et si elle a pu grandir, c'est grâce à la bonne volonté de tous ceux qui se sentent vraiment africains au fond d'eux et qui se disent il y a un vrai projet qui provient de l'intérieur, on va soutenir ce projet-là. Amateur d'art contemporain à ses heures perdues, Wallace est très familier des artistes ivoiriens. En revanche, bon nombre de peintres marocains lui sont encore inconnus. Profitant de son séjour, l'humoriste a voulu visiter la galerie Théma. L'établissement tient actuellement une exposition collective regroupant quelques-unes des plus grandes signatures du pays. Accueilli par la directrice des lieux, Wallace se laisse guider d'une toile à l'autre, explication des œuvres à l'appui. J'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé des artistes que je connais, dont je connais les œuvres, comme Hassan El-Glaoui, Chaïbia. J'ai découvert le fils de Chaïbia qui fait aussi des choses magnifiques. Mais ce tableau de Saad Ben Chfaj m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup parlé. Parce que ça exprime quelque chose qui se passe encore en 2020. Des gens qui vont à la recherche de l'Eldorado, qui vont risquer leur vie, parce que là, il est dans une barque, on voit dans le petit carreau bleu que c'est les vagues, c'est l'eau, etc. Il ne sait pas encore s'il va arriver à destination ou pas. Là, il est encore au milieu de l'eau. Il a juste une main sur la bouche, parce qu'il ne peut pas parler, parce que il est en train de partir vers l'inconnu
en pensant que c'est meilleur. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est très rarement meilleur. Parce que être dans des difficultés chez toi que dans des difficultés chez les autres. Ce gars part vers l'inconnu, ne sachant même pas s'il va arriver à l'inconnu. Donc c'est quelque chose qui me parle. Moi, je vois le visage qu'il a essayé d'exprimer, c'est un visage, c'est un totem, c'est un visage, c'est un masque africain. Je pense que c'est malheureux de le dire, il y a encore ça existe encore beaucoup de nos frères africains qui se disent là-bas c'est mieux. Mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui, ça se passe même dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il y a maintenant, aujourd'hui, et je pense que c'est un combat à gagner pour ceux qui se sont battus pour leur continent africain, c'est qu'il y a des gens qui se disent, je pense que l'Eldorado maintenant il est en Afrique. Si un jour j'ai l'occasion de le rencontrer, je lui proposerai de faire un même dessin dans l'autre sens. Pour commencer, c'est futuriste, tu vois. En 2050, quand les gens il l'avait vu que des gens l'Afrique. Ça va être ça le futur Harig. Et il y a des sculptures. Alors attention, il ne fait pas que des tableaux, il fait des sculptures. Ça, c'est une sculpture de Benchfej. Alors en fait, en ce moment, on est en accrochage collectif parce que malheureusement, avec le Covid, on ne peut pas faire d'événements. Donc tout notre planning de 2 ans, il s'est stoppé. Donc tous nos expos sont à l'arrêt. Et c'est des expos en général individuels ou à 2 ou 3 artistes. Mais là, on est en accrochage collectif. Il y a une partie de notre propre collection, la collection de Théma, sachant que Théma, elle a sa propre collection. On a les artistes avec qui on travaille, qu'on a déjà exposés, et les artistes qu'on encourage. Donc voilà, donc ça, c'est notre propre choix d'accrochage actuel. Moi, ça me fait plaisir de rencontrer d'autres artistes, même quand c'est sur d'autres domaines artistiques. C'est un espace d'échange, c'est un espace de partage. Ce n'est pas que de la vente. Moi, j'encourage vraiment les gens à venir, à ne pas hésiter à rentrer, à discuter autour d'une œuvre ou de plusieurs œuvres, pour que ça finisse vers une acquisition. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce partage-là. L'art se partage et se ressent. Donc oui, pour moi, ça me fait plaisir de recevoir Wallace. De plus en plus à l'aise dans la galerie, le comédien s'avance jusqu'à en visiter l'atelier. C'est ici que les tableaux se font encadrer suivant les goûts des clients. Du travail de fourmi servant à rehausser la beauté des toiles. Là, on est dans les backstage. D'accord, là, on était dans la galerie, et puis là, on voit tout ce qui se monte et tout ce qui se fait avant d'être exposé là-bas. On a l'occasion de voir des œuvres avant qu'elles soient... elles sont finies, mais vraiment finies, comment elles seront accrochées chez les gens et tout ça. C'est bien, ça fait du bien, ça fait plaisir. On voit le travail de tout un chacun avant d'avoir une œuvre. Et on comprend pourquoi il y a des œuvres qui coûtent cher, parce que c'est pas fait... C'est plusieurs cœurs et plusieurs âmes qui ont travaillé dessus pour avoir un résultat final. Du backstage au trône des artistes ou comment gravir les échelons très vite. Convié à prendre la pause sur le siège d'honneur de la galerie, Wallace se laisse prendre au jeu avec plaisir. Après cette plaisante et très instructive immersion, notre homme est prêt à prendre congé, direction le lieu de tournage. Nous y voilà. Après un mois d'écriture et de réécriture, c'est le moment pour Wallace et Awatef de passer à l'action face à la caméra. Ils ont rendez-vous à Tartar Color, un studio de production / incubateur où se produisent des artistes de tous bords. Passage par la case 100 avant de commencer, afin de définir le jingle des capsules. Les partenaires essaient plusieurs timbres de voix, le temps de trouver celui qui convient le mieux. Place au tournage du premier sketch. L'endroit grouille de monde car à côté on prépare un clip. L'espace de coworking abrite plusieurs projets en ce moment allant de la musique aux séries TV en passant par l'art plastique. Concentrée, Awatef étudie son texte en émettant quelques observations, mais dans l'ensemble, elle est satisfaite de cette collaboration. Le truc, ce souci, c'est que quand on lance un concept comme ça, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va être accueilli. Moi, ça m'est déjà arrivé d'écrire des séries et des web-séries où je pensais que ça allait cartonner et ça n'a pas pris. Et j'en ai fait d'autres en pensant que ça n'allait pas prendre, ça a pris. Donc du coup, vraiment, c'est le public qui choisit. C'est pour ça que nous, on a besoin du public aussi. Sans eux, on n'est rien. C'est pour ça, en fait. C'est parce que c'est eux qui choisissent.
Nous, on va penser qu'on a écrit un concept incroyable et que ça va plaire et que ça va cartonner, alors que pas du tout. On va écrire un truc beaucoup plus rapidement, on va peut-être un petit peu... Et c'est ce qui va plaire. Donc, on ne sait jamais en fait. On ne sait jamais ce qui plaît. Et c'est ça la magie aussi du truc. Parce que quand ça marche et qu'on ne s'y attend pas, c'est magique. Les premières prises commencent à se faire. Complice, le duo finit même par ajouter des répliques improvisées. Les phrases les plus drôles arrivent souvent dans la foulée. El fuego! Mais toi, tu rigoles. Je pense que ça apporte du bien, ça fait du bien de savoir qu'on apporte à quelqu'un une bonne humeur, de le faire oublier un peu tout ce qui nous entoure aujourd'hui l'espace de 2 minutes. C'est beaucoup, c'est pas mal. Je pense que c'est ça qui me plaît réellement. C'est ça qui me plaît réellement. Même dans l'adversité, Wallace sait répondre présent pour son public. C'est même là qu'il est le plus dans son élément. Et fort est à parier que le contexte actuel saura inspirer les prochains spectacles de l'artiste.